sauvant l'Ukraine. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici, en direct de la Porte de Versailles, dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors, on le sait, le monde évolue, il évolue vite, et l'agriculture évolue aussi. Elle est en pleine mutation et tout l'enjeu, c'est d'arriver, de saisir, de comprendre, d'appréhender, de mesurer justement ces mutations pour pouvoir quand même être capable de développer une agriculture qui soit durable sur le plan de la compétitivité. Et on va s'intéresser dans cette émission à la production de céréales. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Élodie Sully. Bonjour. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. Alors, vous êtes senior manager chez Deloitte. À vos côtés, Henri Dunant, bonjour. Bonjour, Hubert. Vous êtes directeur transformation et stratégie dans une coopérative bien connue. Il s'agit Accéréal. Voilà. Et puis, juste à ma droite, Vincent Marchal, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Directeur transition agricole, donc chez AXA Climate. Alors, j'ai une première question. C'est vrai que le réchauffement climatique, vous en ressentez peut-être déjà la réalité sur le terrain. Oui, absolument, Jean-Paul. Réalité depuis plusieurs années. C'est d'abord une réalité terrain, une réalité opérationnelle qui a un impact sur l'activité des agriculteurs, comme elle peut par ailleurs avoir un impact sur les activités de chacun d'entre nous. Et c'est par ailleurs aussi une réalité économique, puisque les aléas climatiques ayant un impact sur les aléas de production, et bien forcément, les revenus suivent, les baisses de revenus suivent. Est-ce que, alors vous sentez aussi vous de façon plus large à l'échelle nationale d'abord ? Alors oui, c'est aussi des éléments qu'on perçoit à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle européenne. On voit à la fois dans les modèles actuels qu'il y a déjà finalement un impact du changement climatique avec une vulnérabilité aux aléas climatiques qui est plus importante, des périodes de pluie plus importantes par exemple pendant l'hiver et des sécheresses plus importantes pendant l'été qui ont des impacts, comme le disait Hubert, sur le rendement mais aussi sur la qualité tout simplement des céréales. Alors Hubert, est-ce que vous projetez dans le futur ? Vu qu'il y a ces variabilités, est-ce que vous êtes capable de dire en 2030 par exemple on aura une grande variabilité et comment vous faites pour vous projeter ? Alors on se projette, et Vincent pourra probablement en dire un mot tout à l'heure, on se projette grâce au support de spécialistes dont c'est le métier pour aider à évaluer le plus correctement possible ces risques. Mais oui, on se projette et on se projette en essayant de calculer et de caractériser ces risques pour savoir ce qu'il faudra produire dans quelques années, comment et où le produire différemment et à des endroits différents, et comment aussi faire évoluer notre mix culturel tout en faisant bien attention, parce que parfois on l'oublie, à produire des choses qui se vendent, puisque tout ça est fait pour évidemment trouver une valeur à l'aval. Stratégie d'analyse, d'évaluation des risques ? Alors, comme le dit Hubert, pour se projeter, il faut mesurer en fait. Il faut mesurer, il faut quantifier l'impact du climat, mais dans un contexte qui est très particulier, notamment celui des céréales ou en tout cas des grandes cultures, qui fait qu'on est aussi dans une transition agroécologique et que tout ça nous amène en fait dans une approche qui est au final très systémique. On parle de climat, mais derrière il y a le sol, derrière il y a les rotations, tu l'as dit Hubert, il y a la gestion de l'eau, il y a tout ce qui touche à la diversité. Et tout ce qui va dans le sens d'améliorer justement cette écosystémie permet de répondre à ces différents enjeux. Et le travail qui est mené notamment aujourd'hui avec Accéréal consiste justement à définir quelles sera dans les années futures les rotations types pour un agriculteur, pour une coopérative comme Accéréal, de manière à s'inscrire dans la durée et dans une compétitivité pour chacun des acteurs. Donc on parle de la coopérative, mais surtout, au final, l'agriculteur, quoi. Concrètement, vous fournissez quoi ? De l'aide à l'analyse ? Comment ça se passe ? Donc concrètement, en fait, on fait de la modélisation. Donc on projette les cultures actuelles de la ferme, par exemple Accéréal, sur des périodes de moyen-long terme, 2030-2050. On regarde l'impact que le climat a sur ces cultures en termes de score de risque. Et derrière, on mesure les différentes mesures d'adaptation qui doivent être mises en place. Ces mesures, elles peuvent être très concrètes, très physiques, autour de choix variétaux, de dates de semis. Et puis elles peuvent être beaucoup plus systémiques quand on parle par exemple de qualité de sol et d'essayer de mesurer ce qu'une qualité de sol meilleure peut apporter en termes de résilience vis-à-vis du changement climatique. Le sol est vraiment à la croisée des chemins.
Il est là pour accompagner et sécuriser par rapport au changement climatique. Et puis on sait aussi que c'est un élément important de la solution pour réduire aussi ce changement climatique et la hausse des températures par exemple. Oui, c'est la modélisation, les mathématiques qui permettent justement de pouvoir se projeter. Tout à fait. Exactement, d'ailleurs, comme le GIEC a pu faire prendre conscience du réchauffement climatique une fois que les équations justement de simulation ont permis de pouvoir se projeter. Si on parle de l'agroécologie, on l'a évoqué, ça aussi c'est des causes de variabilité. Pourquoi ? Finalement, on reste dans le même sujet parce que l'agroécologie et la façon dont on l'emploie aujourd'hui, elle a finalement pour but de faire converger de façon indissociable la création de valeur économique et la création de valeur environnementale. Et l'un n'ira plus jamais sans l'autre. Il y a lieu de se réjouir de ça. Et l'aspect systémique de la production que désignait Vincent, il est super clé parce que plus rien, et la science aussi donne une capacité de simulation pour faire des tests, plus rien ne trouvera sa valeur jusqu'à l'aval et même auprès de nos concitoyens sans que la mesure de l'impact et je dirais le management de cette trajectoire d'impact sur le sol, sur la capacité des sols à retenir l'eau, sur la biodiversité de surface et souterraine, peut-être demain sur l'air, sans que tout ça soit managé de façon à ce qu'on ne tire pas une production de terre qui sera vendue sans dégrader davantage notre patrimoine commun. Et finalement, le sol, il a cette vertu en plus un petit peu pédagogique d'être le trait d'union entre là où commence l'histoire chez l'agriculteur et finalement le patrimoine qu'on se lègue aussi de génération en génération. Il est vraiment voué à jouer un rôle absolument central et le développement de son potentiel et la valeur agronomique ne sont pas du tout incompatibles avec l'objectif de valeur durable, pas du tout. Puis c'est vrai qu'on enlève un peu des sécurités au fur et à mesure. Les produits phytosanitaires, on essaie de les réduire, voire de les supprimer, donc on est beaucoup plus dépendant des conditions de l'année. Alors on essaye de les réduire en effet. La suppression totale des produits phytosanitaires est un mythe, ça n'existe pas plus que ça n'existe pour le corps humain. En revanche, sa réduction et son strict management clairement existe, ça c'est sûr aussi. Et il y aura lieu maintenant de s'engager dans cette voie. Et le travail d'acteurs comme AXA Climat, en face de ces risques, en face de ces suppressions d'assurance, comme vous l'évoquiez par les produits phytosanitaires, on peut dorénavant travailler à la création de nouveaux modèles alternatifs d'assurance, parce que finalement, c'est l'agriculteur qui prend tous ces risques sous la pression légitime pour autant de la société, donc il faut évidemment l'accompagner là-dessus. C'est là où on voit le progrès, c'est-à-dire jusqu'à présent, on essayait déjà de vivre avec la météo le jour du lendemain, la semaine, le mois, et aujourd'hui avec la simulation, on peut se projeter dans le futur. C'est primordial. Ça marche, ouais. C'est primordial de se projeter en fait, puisque s'adapter, c'est clé, mais s'adapter à quoi ? Et si je veux savoir comment et à quoi je m'adapte, et en gros, j'ai besoin de savoir quelle est ma destination et où je vais, quoi. Et ce qu'on fait en termes d'approche de modélisation, c'est vraiment de définir ce point d'atterrissage et d'évoquer après des étapes qui peuvent toucher effectivement à l'assurance ou au financement en complément en fait, de certaines mesures d'adaptation assez simples à mettre en œuvre. Donc il y a vraiment d'autres éléments. Je vois que Élodie. Je voulais juste ajouter un point, c'était que ces réflexions-là qui viennent de vous être présentées, elles sont bien évidemment à l'échelle des coopératives, mais elles sont aussi un peu plus en aval. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que nous, on accompagne des clients qui sont finalement plutôt des industries de transformation. Et elles se posent aujourd'hui les mêmes questions. Elles sont conscientes en fait que on leur demande de bouger à la fois sur le périmètre opérationnel, mais aussi leur chaîne de valeur. Ça les amène à s'interroger aussi sur l'amont, à travailler et à mettre en place des plans d'action. Et également à se questionner sur quel nouveau business model, qui supporte le risque justement, et comment justement elles peuvent aussi accompagner cette transition, que ce soit sur le terrain ou financièrement. Et des questions d'approvisionnement. Alors c'est vrai que vous allez bien en avant dans l'aval, mais on parle souvent des coopératives, des négoces, donc en tant qu'organisme de collecte. Mais c'est vrai que si je suis transformateur, j'ai besoin d'avoir une régularité dans l'approvisionnement.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que du coup, on peut aussi, les entreprises de la transformation se questionnent aussi sur comment anticiper ces risques et elles sont aussi dans cette modélisation de comment tout ça peut évoluer pour se poser la question de est-ce que finalement je relocalise mes bassins d'approvisionnement, est-ce que je diversifie mes productions ou comment tout simplement je crée d'autres produits, etc. C'est sans doute effectivement le type d'acteur qui est le plus concerné aujourd'hui. Parce que quand on investit dans une usine de transformation, on investit pour aussi un certain nombre d'années et que si on ne se projette pas et si on n'a pas une vision claire de comment on peut amortir cet investissement et la sécurité qu'on a derrière sur le fonctionnement de l'usine, c'est complètement impossible en tout cas d'assurer ses arrières, quoi. Donc on fait beaucoup aujourd'hui de modélisation, notamment sur des parties légumes, également sur des cultures qui sont pérennes pour lesquelles les investissements sont sur des dizaines d'années. Alors ça peut paraître plus simple au départ parce qu'effectivement il y a moins cette notion de rotation derrière qui amène beaucoup de complexité et beaucoup d'humilité aussi sur la manière d'avancer et qui aussi prend en compte quelque part dans cette humilité la nécessaire obligation d'embarquer des équipes, de donner du sens, que ce soit des équipes d'acteurs de l'aval ou de coopératives qui elles-mêmes derrière seront capables de porter un message auprès de l'agriculteur. Et ça, c'est un élément qui est clé et sur lequel je sais qu'avance notamment Axéréal aujourd'hui, mais c'est vraiment des éléments qui sont fondamentaux, quoi, de pouvoir fédérer et d'avancer en équipe collectivement. Hubert. Et on voit, Jean-Paul, que toute la chaîne se met au travail pour essayer de produire ces nouvelles valeurs. Et il ne faut pas oublier de dire que tout ça repose aussi sur l'acceptation pour le client final de consentir à payer la valeur additionnelle créée. Jusqu'à maintenant, on a produit de la qualité sanitaire, de la qualité nutritionnelle. Maintenant, on demande à toutes les chaînes de produire de la qualité environnementale, des co-bénéfices favorables environnementaux, et toute la chaîne le fera. Mais elle repose sur ce consentement à payer qui est indispensable et sans lequel la machine se bloquera. Ouais, c'est l'enjeu souvent des débats. Hubert Dunant, Élodie Cieuly et Vincent Marchal, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Et puis surtout, merci à vous.